Alors, nous l'avons entendu ce matin, 100 000 patients aujourd'hui, souvent polypathologiques, vivent avec une défaillance rénale, ce qu'on appelait avant l'insuffisance rénale terminale. 100 000 patients, à l'image de Charlie, dont nous venons de voir le témoignage, et qui a mis en lumière la violence que peut exercer cette défaillance rénale sur tous les aspects de la vie des patients. Ça représente un ensemble de défis pour la qualité de la prise en charge de ces patients. Et c'est de ces défis dont nous allons parler avec, dans l'ordre alphabétique, le professeur Luc Frima, président du CNP de néphrologie, qui exerce également en tant que chef de service au CHRU de Nancy. Madame Anne Yegel, patiente, représentante des usagers au sein des établissements de santé et présidente de Centrin Pays de la Loire. Vincent Lacombe, président de la FHPR1, donc qui regroupe 130 établissements, 12 000 patients dialysés, et également directeur de la clinique Saint-Exupéry en Occitanie. Professeur Maurice Laville, donc président de Rénomed, 20 000 patients, 24 établissements, si je ne dis pas de bêtises. Madame Lucille Montalesco, maîtresse de conférences et psychologue clinicienne. Et le professeur Thierry, président de la Société francophone de transplantation, également néphrologue, qui exerce au CHU de Poitiers. Je crois que je n'ai oublié personne. Pour commencer, je vais me tourner vers vous, Madame Yegel. Sur le témoignage de Charlie, comment est-ce qu'il résonne avec votre propre expérience de la défaillance rénale, de l'arrivée dans ce stade si particulier de la maladie rénale chronique ? Merci beaucoup de me donner la parole en tant que patiente, parce que c'est quand même ça le plus important, et je suis très heureuse d'être ici pour en parler, de cette situation. Alors moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sors le mouchoir tout de suite parce que ça me parle vraiment beaucoup. Ce stade 5, pour moi, il a été clairement la période la plus dure de ma vie tout entière. Je suis malade depuis longtemps, je suis malade depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 20 ans, et j'ai bénéficié d'abord d'une greffe préemptive, donc j'ai pas eu le temps de sentir vraiment comme disait Charlie, le terminal, quoi, quand ça s'arrête totalement. Et j'ai été greffée sans vraiment ressentir de choses vraiment dans mon corps. Et c'est là toute la difficulté. À l'époque, j'étais pas super contente d'être greffée tout de suite, j'avoue. C'était une situation où je me disais, bon, j'étais pas si mal que ça. Enfin, tout ce déni était aussi présent à l'époque, parce qu'il a continué, bien sûr, en ce qui me concerne. Ce stade 5, je l'ai vécu comme c'était terrible, c'était désespérant, je dois dire, le mot est bien choisi, désespérant, et avec l'intention surtout, à l'époque, d'arrêter là et de ne plus du tout être, surtout de ne pas passer en dialyse, parce que la dialyse pour moi ça représentait quelque chose qui n'était pas acceptable dans ma vie à moi. La liberté étant très importante, c'était comment dépasser cette sensation de deuil, cette sensation de perte de cet organe qui avait fait son travail pendant 12 années et qui, du jour au lendemain, a décidé de s'arrêter dans une situation où on vous accompagne très peu. Enfin, moi, j'ai été accompagnée très peu. On m'a dit, ça y est, il y a à nouveau une néphropathie sur le greffon. Ça va très, très vite sur un greffon, quelques mois. Et je me dis, non, on n'a pas le temps de s'y habituer et de se dire que... moi, en tous les cas, j'ai pas eu ce temps-là. J'ai eu peu d'explications et peu d'accompagnement sur cette perte-là. Et ouais, j'avoue que je me suis sentie très seule à ce moment-là. Est-ce que ce sentiment est lié à une espèce de forme de déni, j'utilise ce terme, parce que qui revient un petit... Il y a une espèce de point un peu commun entre le témoignage de Charlie et le vôtre, c'est la difficulté à accepter, ou à reconnaître, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas à absorber cette information nouvelle de la défaillance rénale et de devoir se projeter dans les traitements. Peut-être, pour en parler, c'est peut-être moins avec... je ne sais pas si vous voulez en parler ou si je me tourne vers Lucille. Non, au contraire, je trouve ça important de le partager avec vous ici.
c'est que c'est une situation inacceptable. Cette perte, tout d'un coup, elle arrive très très vite. Donc, il faut envisager de nouvelles solutions qu'on n'a pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie de les envisager. Donc, je fuis. Les soignants sont obligés de me rattraper pour que je fasse quelque chose. La situation physiquement est difficile à gérer parce qu'on ressent beaucoup d'effets négatifs. Et en même temps, je le dis très honnêtement ici, j'avais un ressentiment. Est-ce que ce ressentiment, cette difficulté à affronter cette situation, c'est quelque chose que vous voyez dans votre pratique de psychologue clinicienne avec des patients que vous accompagnez autour de justement cette annonce de la défaillance rénale et du choix des traitements? Oui, en tout cas. Pardon. Ah, là c'est bon. Oui, en tout cas, moi, ce dont je peux parler, c'est en effet ma démarche de recherche. Et moi, j'ai beaucoup interrogé des patients et des proches avant cette période de défaillance rénale. Et ce qui m'a marqué, alors je ne sais pas si ça trouvera de l'écho avec Anne Yegel, en tout cas, j'espère. Mais en tout cas, ce qui m'a beaucoup marqué, moi, au début, j'étais jeune doctorante à l'époque et je venais avec mes petites questions. Et la première question que je posais aux patients, c'est est-ce que vous pouvez me parler de ce qui se passe pour vous actuellement au regard de votre maladie rénale? C'était des patients donc, de stade 3-4. Je travaillais avec la cohorte Ségad-Hérin. Et en fait, moi, très naïvement, je posais cette question. Et en fait, les patients que j'ai interrogés me corrigeaient. Ils me disaient « Ah, mais madame, je ne suis pas du tout malade, en fait. Je vous arrête tout de suite. » Parfois même de manière un petit peu pas contente, voilà, qui me grondait un petit peu. Et donc, j'ai changé ma question parce qu'en fait, elle ne marchait pas. Enfin, je n'arrivais pas à obtenir les informations que je voulais avoir. Et moi, je voulais justement aller sur qu'est-ce qui se passe quand on doit faire un choix de traitement, notamment de suppléance. C'était ça qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué parce qu'en effet, on remarque vraiment une forme d'évitement cognitif. On pourrait le rapprocher du déni, en effet, mais qui s'entend complètement, en fait, vraiment avec un évitement de penser à la dialyse, qui fait vraiment très peur. Et c'est pour ça, en fait, c'est une stratégie qui, à court terme, permet de se préserver psychologiquement, mais qui, à long terme, en fait, on se rend compte que les patients ont tendance à se sentir très pressés de faire leur choix, du coup, parce que, en fait, c'est trop difficile d'y penser. Voilà. Les patients se sentent pressés de faire leur choix. Je trouve la formulation très intéressante. Donc, enfin, ça veut dire que ce moment de l'annonce, ce moment clé, est un moment qui peut être précipité, trop précipité. Quelles sont les bonnes ressources à mettre en place? Comment on peut accompagner de façon satisfaisante ce moment pour justement permettre aux patients de poser un choix libre et éclairé, comme y invitent les normes de notre pays? Alors je pense que je n'aurai pas la prétention de dire ce qu'il faut faire de mon humble posture. Je pense que, en tout cas, moi, ce que j'essaie de défendre, c'est vraiment une approche pluridisciplinaire en fait, de cette période de l'annonce pour pouvoir mettre en place une relation de partenariat en fait, avec les patients qui me semble absolument essentielle. Je pense en effet qu'il y a beaucoup de patients qui se sentent un peu lâchés dans cette période-là, qui est vertigineuse parce que concrètement, c'est terrible ce qui se passe et ça remet en question plein de choses sur notre mode de vie. Et d'ailleurs, le témoignage de Charlie et son épouse, je trouve, l'illustre assez bien à ce côté vertigineux de tout ce que ça va venir remanier. Donc, bien sûr, je vais parler avec mon prisme de psychologue qui est bien sûr complètement biaisé. Mais pour moi, les psychologues, ils peuvent aider à ça, en fait. Je pense que ça, c'est extrêmement important, notamment de la clarification des valeurs, de ce qui est important pour les patients, etc., pour les aider, les accompagner dans le choix de traitement. Et je vous parlais de la pluridisciplinarité. Pour moi, l'éducation thérapeutique, dans cette période-là, elle est essentielle aussi, et en partenariat aussi avec les associations de patients, les patients partenaires, etc.
Donc ça me semble, notamment dans cette période-là, très, très important. Parce que c'est une période charnière où, en effet, on remarque que les patients sont un peu lâchés. Et dernier point, c'est la question des aides à la décision. Donc moi, c'est aussi, dans une démarche un peu de recherche appliquée, c'est vers ça que je me dirige, c'est comment on peut mettre en place des dispositifs qui peuvent aider les patients à prendre une décision, à clarifier ce que je vous disais, clarifier leurs valeurs, clarifier ce qui est important pour eux, l'impact que ça peut avoir pour eux sur leurs proches, etc. Favoriser les discussions au sein des familles aussi, parce qu'on se rend compte que parfois ça peut être un peu tabou. Et ces dispositifs, pour moi, c'est important de les mettre en place. Voilà. Merci. Juste pour rebondir et prolonger vos propos, réflexion d'un néphrologue de terrain, la néphrologie a progressé. Donc on prend en charge nos patients à un stade évolué de l'insuffisance rénale, avec des symptômes qui sont bien contrôlés. On corrige l'anémie, on corrige les problèmes de calcium, de phosphore, on adapte la nutrition. Et tout ça fait que nos patients se sentent bien, ça a été dit, ça a été rappelé, jusqu'à un stade très évolué de l'insuffisance rénale, alors que nous, on commence à parler effectivement de traitements aux conséquences terribles. Et il y a donc cette discordance et des temporalités totalement différentes qui se télescopent entre la temporalité du médecin qui commence à proposer les traitements de la maladie au stade 5 et puis le patient qui se sent bien, encore. Et donc, il y a effectivement, et souvent jusqu'à un stade évolué. Même si alors après, il y a des patients qui évoluent plus ou moins vite, c'est vrai. Mais souvent, il y a cette discordance de temporalité, voilà. Et puis, je voudrais revenir sur le mot terminal. Nous, on a appris quand on était petit, on parlait de stade 5, stade terminal. La sémantique évolue, les néphrologues évoluent, et on ne parle plus de stade terminal parce qu'effectivement, dans l'inconscient collectif, stade terminal, c'est la mort. Ça a été très bien dit par le témoignage. Et effectivement, moi, je parle, et comme beaucoup de mes collègues, on parle de stade 5 en expliquant ce que c'est que le stade 5, mais on ne parle plus, on fait attention à la sémantique. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Merci beaucoup, parce qu'avant d'envisager un traitement de supplémence, il faut passer par plusieurs stades. Et là, dans cette période-là, moi, je me suis effectivement pas du tout sentie accompagnée. Mais je dois dire, grâce à France Rhin, grâce à l'association, grâce au fait de discuter avec d'autres, l'associatif, là, est primordial. Il y a plein d'exemples dans l'associatif, et inconsciemment, je me tournais vers les gens qui étaient déjà à leur deuxième greffe, qui étaient passés par les différents stades que j'allais vivre, et c'est là d'une aide incroyable. Et là, le partenariat patient, on devrait normaliser ça partout pour pouvoir avoir des échanges comme ça avec des patients et avancer tranquillement, parce que de la part du néphrologue, ça passe moins. Justement, on a la difficulté de l'annonce, on a la difficulté du choix du traitement. On l'a vu avec le témoignage de Charlie, mais aussi de ce que vous nous avez dit. Finalement, la greffe, c'est le traitement qui permet le mieux de concilier la qualité de vie avec la nécessité de se soigner. Et on a 10 000 patients qui, chaque année, à peu près, rentrent en défaillance rénale. On en a 3 200, d'après le rapport produit et charge de l'ACNAM, qui sont greffés, transplantés rénaux chaque année. Alors, le ministre a parlé de 3 750, c'est peut-être une différence d'année, je ne sais pas. Mais c'est dans ces eaux-là. Donc un tiers, à peu près, des patients qui sont greffés par rapport aux patients qui rentrent. Comment caractériseriez-vous, en tant que président de la Société francophone de transplantation, comment caractériseriez-vous l'accès à la greffe rénale aujourd'hui ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2024, il y a eu effectivement un peu plus de 3700 patients transplantés rénaux, et donc l'activité augmente. Bon, néanmoins, ce que ces chiffres que vous avez rappelés illustrent, ça se traduit par un seul mot, c'est la notion de pénurie d'organes qui fait que nos patients insuffisants rénaux attendent plusieurs mois, plusieurs années sur la liste d'attente un greffon lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier d'un donneur vivant. Et ces années d'attente, souvent en dialyse, sont préjudiciables puisque les patients qui restent le plus longtemps en dialyse ont globalement de moins bons résultats après la transplantation. Et comment ne pas parler de pénurie sans parler du taux d'opposition au prélèvement d'organes qui, dans notre pays, continue de croître, plus de 36% l'année dernière, plus de 53% en Île-de-France, c'est considérable, et il faut qu'on se mobilise collectivement, associations bien sûr, professionnels de santé, pouvoirs publics, pour infléchir cette courbe qui devient insupportable.
Justement, le plan greffe 2022-2026 devait redonner une impulsion au développement des prélèvements de la transplantation rénale. C'est un plan qui est issu finalement d'un constat d'une baisse violente des prélèvements avec le Covid, moins 25% si je ne dis pas de bêtises en 2020, donc très violente. Où en est-on de ce plan qui arrive bientôt à son échéance? Est-ce qu'il a rencontré le succès espéré? Est-ce qu'on a pu identifier peut-être des freins, des points bloquants? Alors, les 2 points positifs initiaux de ce plan était que d'abord il avait été co-construit avec le monde associatif, avec les professionnels de santé. Il n'était pas descendu comme ça de manière verticale des pouvoirs publics. Ça, c'était un point positif. Et puis le deuxième point, c'était qu'il y avait un financement conséquent adossé à ce plan. Bon, et alors, malheureusement pour lui, ça c'était les effets, c'est les points plus, les points négatifs, c'est que ce plan s'est fracassé contre la crise Covid, qui a été un révélateur de la crise de l'hôpital. Et lorsque l'hôpital va pas bien, c'est entre autres la transplantation qui va pas bien. Bon, une fois qu'on a dit ça, ce plan a eu quand même l'intérêt de sensibiliser la communauté sur l'importance des prélèvements multisources, c'est-à-dire que nos patients, avant ce qu'on appelle la mort encéphalique, le donneur décédé, eh bien, grâce au progrès de la neurologie, etc., et de la médecine en général, eh bien, ces patients, la proportion de donneurs issus de patients morts encéphaliques a tendance à diminuer, 70% aujourd'hui environ, et donc le plan mettait l'accent sur l'importance du don vivant, avec un objectif de 20% en 2026. On n'est pas loin, on est à 17%, c'est mieux. Et puis, le prélèvement Maastricht 3, donc c'est ces prélèvements qu'on fait après décision d'arrêt des thérapeutiques en réanimation. Donc, et on est dans les courbes, on est dans le couloir de croissance, plutôt un peu bas, mais on est quand même dans le couloir de croissance de ce plan. Donc, ce plan a eu encore une fois un effet positif, indiscutable. On ne peut pas s'en satisfaire, encore une fois, parce que nos patients attendent encore sur la liste. Tout l'enjeu, ce sera de réussir le plan futur, 2026-2030, à l'heure où les finances publiques sont, je crois, pas très bonnes. Alors justement, si vous aviez une disposition à faire évoluer, à demander au pouvoir public, est-ce que c'est sur l'obstruction, sur le consentement à la greffe? Qu'est-ce que vous verriez évoluer pour faire un relais de croissance, justement? Alors, je crois qu'il faut être... il n'y en a pas un seul, il n'y a pas un seul levier, il y a énormément de leviers. Encore une fois, il faut que l'hôpital aille bien. L'attractivité des carrières hospitalières, tout ça. Enfin, là, je parle du côté médical, mais l'attractivité, voilà, les jeunes aujourd'hui qui veulent faire de la transplantation, se lever la nuit pour aller prélever, pour aller greffer. Voilà, il faut valoriser les carrières hospitalières. Il faut que donc l'hôpital aille bien. Ça, c'est côté médical. Il nous faut du personnel, il nous faut des accès au bloc opératoire, etc. Donc ça, c'est encore une fois le cœur du réacteur, je dirais, c'est le fonctionnement de l'hôpital. Et puis, mais il y a beaucoup d'autres actions. Concernant le taux d'opposition, il faut qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Il faut travailler certainement avec des sociologues, avec des psychologues, avec les sciences humaines et sociales, pour nous aider à comprendre les ressorts du non. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Arrivent au Parlement toutes les lois sur la fin de vie, mais aussi sur les directives anticipées. Je crois que c'est 12% de nos compatriotes qui ont déclaré, enfin qui ont fait part de leurs directives anticipées, donc il en reste plus de 85%, et peut-être de ce côté-là aussi, il y a des choses à faire. Voilà, donc il y a beaucoup de leviers possibles. Beaucoup de leviers, mais la pénurie, pour l'instant, elle est là, et de ce fait, la dialyse va rester une réalité pour la majorité des patients en défaillance rénale, que ce soit de façon temporaire, en attendant une greffe, ou au plus long cours. On a tendance à parler de la dialyse comme un grand tout. Est-ce que ça ne cache pas certaines différences d'organisation, de prise en charge entre hémodialyse, dialyse péritonéale? Est-ce que, professeur Laville, vous pouvez nous peindre un petit peu ce que c'est la dialyse? Oui, alors en effet, la dialyse, c'est un continuum dans lequel il y a différentes modalités de traitement qui sont possibles. Qu'on a tendance à séparer
je dirais, un peu historiquement entre les différentes méthodes techniques, c'est-à-dire d'un côté l'hémodialyse, de l'autre côté la dialyse péritonéale. Évidemment, ce n'est pas les mêmes pratiques, ce n'est pas les mêmes contraintes. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de modalité de dialyse, on doit raisonner en dialyse autonome, dialyse non autonome. Certainement, ça a été étudié, ça a été montré. La dialyse à domicile et la dialyse autonome, évidemment, sont les méthodes qui sont associées, je dirais, à une meilleure prise en charge par les patients, à une meilleure autonomie et à une qualité de vie quand même plus importante, plus élevée que celle qui peut être associée à une dialyse dépendante en centre, avec des trajets, avec des obligations horaires, etc. Ce que je veux dire, c'est que bon, ces différentes modalités, on les connaît. Bon, il y a un peu maintenant toutes les intermédiaires possibles de la dialyse à domicile, que ce soit en hémodialyse ou en dialyse péritonéale, avec différentes modalités même d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale à domicile. Il y a ensuite les structures de proximité qui sont animées beaucoup par les associations, comme les unités d'autodialyse. Ensuite, il y a la dialyse médicalisée qui se fait également en proximité, mais avec, je dirais, un environnement médical et paramédical un peu plus dense. Ensuite, il y a la dialyse en centre. Bon. Et évidemment, dans les centres, il y a, je dirais, les centres de recours dans les centres hospitaliers. Il y a des centres qui sont plus, qui ont plus une activité, disons, de chronique. Voilà. Donc, il y a un peu toutes les modalités possibles. Je pense que ce qui est important, c'est deux choses. La première chose, c'est quand on commence à réfléchir sur la proposition d'une activité de dialyse à un patient, enfin d'une modalité de dialyse, une modalité de traitement de suppléance. Bon, bien sûr, je mets de côté la greffe, qui est évidemment la première priorité. La première chose, c'est d'évaluer les attentes du patient, son mode de vie. Je crois que ça a été d'ailleurs théorisé. Il y a eu des analyses qui ont été faites dans le cadre d'un programme qui s'appelle SONG sur tout ce qu'on appelle les résultats perçus par le patient. Et c'est quand même un critère de choix extrêmement important par rapport aux orientations qu'on peut prendre. D'abord, quelles sont les attentes du patient et quelles sont, disons, subjectivement, mais aussi quel est son mode de vie et quelle est la réaction de l'entourage finalement à la nécessité d'avoir un traitement de suppléance. Et comment est-ce que, dans ce contexte-là, on peut proposer des méthodes. Ça, c'est quand même le premier point. Deuxièmement, il y a les possibilités, je dirais, médicales. Donc ça, c'est les différentes modalités. Mais il y a aussi des possibilités matérielles, techniques, qui sont extrêmement importantes. Par exemple, on ne peut pas proposer la dialyse à domicile à un patient aujourd'hui qui vit seul. Bon, voilà. Ou qui vit dans un appartement de petite taille dans lequel il n'y a pas de possibilité de stocker le consommable. Voilà. Donc ça, c'est des obstacles qui sont bien réels et qu'on est amené à prendre en compte quand on propose. Ce n'est pas la peine de faire miroiter une méthode de dialyse très autonome et à domicile si on n'a pas les moyens matériels de la réaliser. D'accord ? Ensuite, le troisième point, c'est surtout maintenant où on est dans une perspective aussi d'orientation vers le traitement conservateur, c'est-à-dire le maintien, les soins de support avec un maintien en vie et un ajustement très fin et très fréquent des traitements et un monitoring extrêmement précis, donc ce qu'on appelle le traitement conservateur en alternative à la dialyse, il faut pouvoir évaluer quels sont les risques. Et c'est vrai que les méthodes de dialyse se sont considérablement améliorées, que l'espérance de vie de patients dialysés, je dirais, a sensiblement augmenté, que la qualité du monitoring qui peut être réalisé pendant les séances d'hémodialyse, par exemple, s'est tellement améliorée qu'on peut proposer la dialyse à des personnes qui, il y a quelques années, n'auraient pas été éligibles pour un traitement par dialyse. Et à cet égard, mon regard se porte vers Cécile Couchou, qui a mis au point un score de risque avec les données de l'Agence de la biomédecine, permettant de dire, chez un patient donné, compte tenu de son âge, de ses comorbidités, etc., d'un certain nombre de facteurs qui ont été considérés comme déterminants, comme indépendants dans les analyses à partir de reins, on peut évaluer le risque. Alors, évidemment, ce n'est pas une évaluation statistique,
Ce n'est pas un risque individuel, mais c'est un outil de dialogue avec le patient, avec ses proches. Il est certain que si on a un patient dont les comorbidités permettent de chiffrer, par exemple, un risque à 3 mois ou à 6 mois après le début des dialyses à 50-60% de mortalité, ça peut être un choix, ça peut guider le choix. C'est-à-dire, est-ce que des patients avec un risque très élevé en dialyse ne vont pas être finalement mieux, aussi bien en termes de quantité de vie, mais aussi en termes de qualité de vie, en traitement conservateur. Ça a été montré en particulier par des études, notamment américaines, sur, je dirais, la survie en dialyse de patients âgés, polypathologiques, où finalement la dialyse chez ces patients-là n'apportait pas de bénéfices. C'est ce qui a conduit justement à réfléchir sur les traitements conservateurs. Donc, on a un choix qui est maintenant extrêmement individualisé sur les méthodes de dialyse, et je pense qu'on doit toujours réfléchir à la façon dont on peut adapter la modalité de traitement de suppléance aux attentes et au mode de vie du patient, et évidemment à ses possibilités, je dirais, entre guillemets, matérielles, plutôt que de penser choix de technique d'abord et ensuite comment on fait en pratique. Voilà. Ça me paraît important. Alors, ensuite, bon, il y a la qualité de vie. La qualité de vie en dialyse, ça c'est quelque chose, évidemment, qui est très important, parce que, comme Mme Yegel l'a dit, finalement, on est, pour un patient qui arrive au traitement de suppléance, c'est quand même une rupture considérable avec, je dirais, son mode de vie habituel et même la perception qu'il peut avoir de lui-même et de sa santé et de son état physique et psychique. Donc, ce qui est important dans cette affaire, c'est la question de la transition. Les transitions, finalement, ça fait partie de la vie des patients qui ont une maladie rénale chronique. On ne peut pas dire un patient a une maladie rénale chronique stade 4-5 et puis ensuite, paf, il passe en traitement de suppléance, que ce soit la greffe ou la dialyse, et c'est terminé, quoi. On le cale dans une modalité et on n'en sort plus. En réalité, la transition, elle va avoir lieu tout au long de la vie du patient. Le patient va être dialysé, disons si on prend un schéma très classique, il va être en stade 5, non dialysé, greffé, au bout de quelques années, potentiellement redialysé, potentiellement, on peut le souhaiter, regreffé, peut-être revenir ensuite en dialyse à nouveau. Donc ces transitions, elles font partie de la vie. On ne peut pas imaginer, et ça je pense que c'est quelque chose dont les patients doivent être absolument informés, il faut, et le dispositif médical autour des patients doit être orienté vers la préparation de la gestion de ces transitions. Alors c'est vrai que le forfait, la mise en place du forfait maladie rénale chronique au stade 4 et 5 a permis d'améliorer, je dirais, la gestion de la transition sur la phase, je dirais pas terminale, mais la phase de l'insuffisance rénale où on envisage le traitement de suppléance. Ça a permis de mieux informer les patients sur la transplantation, probablement de sensibiliser un petit peu mieux sur le don du vivant, de mieux préparer les conditions du traitement de suppléance en fonction, de mieux recueillir les attentes des patients, etc. Et ça a permis finalement d'individualiser de façon beaucoup plus fine cette démarche. Mais c'est cette individualisation qui est souvent difficile. Par exemple, quand on annonce la maladie rénale chronique, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit parler tout de suite quand on a un patient qui est au stade 3B, par exemple? Est-ce qu'on doit lui dire tout de suite, vous risquez d'évoluer vers la dialyse? Il y a des patients qui peuvent dire, ah oui, ben ça, je vais faire tout ce que je peux pour éviter ça. Donc, je vais faire une diététique, je vais changer mon mode de vie, je vais prendre mes médicaments régulièrement, etc. D'autres patients vont avoir, je parle sous votre contrôle, madame, une politique qu'on peut appeler la politique de l'autruche, en disant, bon, voilà, tout ça m'attend, finalement, je ne vais rien faire et je vais attendre que ça arrive. Parce que ça a été bien décrit par les psychologues en particulier. Peut-être madame Montalesco pourra commenter. Le fait de rien faire et que les événements arrivent comme une surprise est moins douloureux que de s'acharner pendant 10 ans à prendre des traitements éventuellement contraignants en se disant de toute façon je vais y arriver. Voilà. Parce que ça fait 10 ans d'anxiété versus finalement une période d'anxiété très destructrice mais très courte. Donc il peut y avoir des choix
important à faire et ça dépend beaucoup de la capacité de réaction individuelle des patients et donc ça dépend aussi de la façon dont ils sont accompagnés. Je pense que là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas, je veux dire, a suffisamment pris en compte. Alors, on a fait mieux avec les forfaits Stade 4-5, parce qu'on a mis en place des équipes pluridisciplinaires pour mettre en place un traitement préventif et préparer la transition. Mais il y a toute une série de soins supports, ça a été abordé ce matin, par Madame Boulet notamment, qui ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire l'APA, bon, les consultations diététiques, c'est recommandé par l'Haute Autorité de Santé, mais consultation diététique en ville, ça n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc on dit aux patients, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, mais si ça ne se passe pas à l'hôpital, eh ben, ce n'est pas pris en charge. Si ça ne se passe pas dans une équipe multidisciplinaire. Et je termine, c'est là où, à mon avis, pour aller dans l'adaptation très fine des modalités de traitement aux attentes des patients à leur mode de vie, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. C'est la proximité. Parce que qu'est-ce qui pèse très très lourd dans la qualité de vie des patients dialysés? C'est les trajets. C'est les trajets, c'est cette régularité où tous les 2 jours, il faut faire une demi-heure de trajet pour aller à l'unité de dialyse, revenir, avec la fatigue qui suit une séance de 4 heures. Là aussi, il y a des modalités qui sont quand même plus confortables. Mais il y a les trajets et il y a donc la proximité. Et puis, il y a l'accompagnement tel qu'on peut le réaliser en proximité également, c'est-à-dire finalement avec les professionnels de santé qui exercent en ville et pas exclusivement dans les établissements. Et ça, c'est là où, aujourd'hui, on a parlé de parcours coordonné renforcé, c'est là où, aujourd'hui, l'organisation et le financement de ces soins de support tels qu'ils peuvent être effectués à domicile avec des professionnels de ville, ça n'est pas du tout géré actuellement. Oui. Merci, monsieur. Je voulais ajouter que nous, patients, et là je parle pour nous maintenant, on veut avoir le choix. On veut avoir le choix de l'ensemble de tous les traitements de suppléance sur tous les territoires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si demain je veux dialyser de nuit sur mon territoire, je n'ai pas ce choix. Donc, quid de mon activité professionnelle, de ma qualité de vie, c'est une chose. Donc moi, je demande aux politiques de nous aider dans cette mise en place de tous les traitements de suppléance pour tous les territoires. Et ce que je voulais rajouter à monsieur aussi, c'est que même si je vis seule, même si j'ai un tout petit appartement, si je décide de dialyser à la maison toute seule, je le ferai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une situation qu'on doit envisager à chaque fois pour toutes les personnes, toutes les situations. Je ne sais pas, c'est comme les femmes par rapport au traitement de femmes toute l'année, enfin toute la vie entre la pilule et autre chose, on a le choix. Là, c'est pareil, on veut avoir le choix. Et aussi, ne pas que ce soit dirigé, soit dirigé. Et ça, voilà, on a essayé de me diriger sur de l'hémodialyse il n'y a pas longtemps. C'est pas envisageable. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Et beaucoup de personnes sont en hémodialyse classique 3 fois par semaine et ne connaissent pas forcément d'autres traitements de suppléance. Ce n'est pas normal. Alors, plusieurs mots clés ont été lâchés pour définir la qualité. On a parlé de proximité, d'accompagnement. Je me souviens d'une étude France-Rhin sur la qualité de vie des patients dialysés qui pointait justement le retentissement de la dialyse, et notamment de l'hémodialyse, physiquement dans leur chair, avec la fatigue, le prurite, les maux de dents et encore d'autres symptômes. Toutes ces notions-là qui ont été évoquées, Vincent Lacombe, est-ce que vous les partagez comme éléments clés de définition de ce qu'est la qualité en dialyse? Est-ce qu'il y a d'autres points de vue à adopter, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait consensus finalement? Alors, je pense que les points qui ont été évoqués, je les partage pleinement, ça c'est une certitude. La satisfaction du patient, le choix du patient,
c'est avant tout voilà, une qualité de prise en charge. Bon, derrière, on le considère comme acquis, mais la qualité des soins techniques, voilà, l'accès éventuellement à des techniques comme l'HDF ou autres, la réalisation de l'abord vasculaire dans des délais voilà, courts, sont aussi des éléments de qualité. Et en fait, on voit que selon l'endroit où on positionne le curseur, c'est vrai qu'on va favoriser tel ou tel axe. Mais effectivement, il peut y avoir beaucoup d'éléments, d'indicateurs d'abord, parce que la qualité, elle se mesure, elle passe par l'identification d'indicateurs, et il peut y avoir beaucoup d'indicateurs, oui, effectivement. Mais justement, en parlant d'indicateurs et de qualité, on sait qu'en ce moment, la DGOS travaille à une réforme des autorisations et des tarifs en dialyse, notamment pour mieux prendre en compte les caractéristiques des patients. Où est-ce qu'on en est finalement de ces travaux? Votre sentiment, est-ce qu'on se dirige dans la bonne direction de ce point de vue-là? Alors moi, bon, il faut pas me résumer à ces deux chantiers, mais d'abord la réforme des autorisations. On a lancé les groupes de travail, enfin la DGOS a lancé les groupes de travail, et puis a repoussé un peu au mois de septembre, si vous voulez, la reprise de ce groupe de travail. Et pour l'instant, on avance de manière collective beaucoup plus fortement sur la réforme du financement. Et elle n'est pas finie. Et voilà, je suis assez admiratif que France Rhin ait réussi à nous réunir aujourd'hui, tous, avec toutes les parties prenantes. Mais là, il y a un vrai élément de danger pour moi qui est la date du 1er janvier 2026, sur laquelle on est supposé partir pour retourner la table pour aller sur un nouveau modèle de financement. Alors non pas que ça me gêne, hein, à titre personnel, bien au contraire. Par contre, le faire de manière aussi précipitée, sans étude d'impact, là nous sommes fin juin, il y a encore des réunions qui doivent être fixées. Je pense qu'on devrait réussir à faire mieux que la réforme du financement du SMR en partant comme ça, puisqu'ils ont eu droit quand même à 6 simulations sur le financement. Alors, c'est pas que je ne pense qu'à l'argent, mais quand même, c'est ce qui permet aussi de pouvoir imaginer des soins de support. C'est ce qui fait vivre quand même, il faut payer des salaires à la fin du mois. Et le modèle, il n'est pas arrêté. Les éditeurs ne savent pas quoi développer aujourd'hui en termes d'outils de facturation, parce que le modèle, il n'est pas arrêté. Et il est inconcevable de partir au 1er janvier 2026 pour moi. Ça, c'est un premier point. La réforme du financement, elle se cale sur une architecture un peu générique qui est prévue pour les activités MCO, avec 3 compartiments. Un compartiment activité, un compartiment qualité et un compartiment mission spécifique. Pour ma part, je considère 2 choses. La première, c'est que dans le modèle actuel, il y a à peu près tous les outils pour arriver aux mêmes objectifs. Il y a des indicateurs de financement à la qualité, et il n'y en a plus en dialyse. Alors les centres de dialyse ou les établissements déclinant des activités de prise en charge de la maladie rénale ont des IFAC, mais qui est lié au niveau de certification. Voilà, il faut voir aussi quand même là où on a réussi à atterrir sur ces 2 derniers exercices, puisqu'il y avait une répartition de l'enveloppe qualité qui se faisait au poids économique des établissements. Autant dire que ça ne s'appelle pas tout à fait de la qualité, ça s'appelle de la répartition de masse financière au chiffre d'affaires généré par les différentes structures, ce qui peut laisser un peu dubitatif. En tout cas, les missions spécifiques ou les missions de santé publique, il y a des MIGAC, des FIR qui permettent aussi de redresser des éléments de distorsion lorsqu'on veut faire de la proximité qui ne trouve pas dans son modèle actuel d'équilibre économique. Rien ne dispense les ARS d'accompagner la structure de l'UAD en Lozère où il y a 4 patients.
Voilà, et le compartiment activité, l'objectif, c'est quand même de trouver un équilibre aussi entre les différentes modalités. Et je pense que sur les territoires, nos autorités de tutelle ont toutes les clés entre les autorisations et au niveau national avec les tarifs pour imposer à chaque acteur d'avoir un équilibre d'activité entre le centre et leur centre, le domicile. Il y a des CEPOM. Voilà, je considère qu'il y avait tous les outils. Par contre, ils n'étaient pas bien actionnés, pas bien coordonnés. Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup. Et voilà, et un vrai élément d'inquiétude à partir comme ça au 1er janvier 2026, si c'est maintenu. Donc en résumé, oui pour une évolution de la structure de financement liée à la qualité, mais prenons le temps de bien le faire. Et Laurent, je veux compléter. Pour ma part, je pense qu'on doit aux institutions qui nous régulent, alors je mets derrière tout ça probablement la CNAM, la DGOS, les ARS, ainsi de suite, tout notre régulateur et les patients, je pense qu'on leur doit des indicateurs qui traduisent en fait la réalité, l'objectivité, le fait qu'on travaille bien. J'ai parlé de la répartition patient centre hors centre. Je pense qu'on le leur doit. Et il y avait d'autres moyens de le traduire. Peut-être à certains endroits de redresser des comportements déviants sans aller stigmatiser peut-être tout un panel d'établissements. Voilà. Et partir aussi de manière aussi scabreuse dans quelque chose quand même qui permet de décliner le soin et la prise en charge sur les territoires. Voilà, qui est le financement. Merci beaucoup. On a parlé justement de choix et pour finir ce panorama finalement sur le traitement de la défaillance rénale, on va finir par le dernier arrivé peut-être dans l'arsenal à disposition des patients, les traitements conservateurs. Professeur Frima, vous êtes un fervent supporter des traitements conservateurs, de leur déploiement en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu justement quelle est leur place, en pratique comment ça se passe pour les patients et en quoi ces approches contribuent à un meilleur équilibre entre la vie sociale, privée des patients et leur traitement? Merci Laurent. Juste avant d'aborder le traitement conservateur, je voudrais rebondir dans la ligne de ce qu'a dit Vincent Lacombe, c'est qu'il y a quand même un sujet qui est au centre de la table actuellement, c'est la décroissance du nombre de patients. On a vu que ce matin qu'il y avait vraiment une diminution de l'incidence. Derrière, il va certainement y avoir une diminution de l'incidence et de la prévalence. Et ça, pour les structures qui doivent équilibrer leur budget, etc., c'est vraiment très, très délicat comme approche, et tout en maintenant une qualité des soins élevée pour les patients qui sont en dialyse. Et je pense que c'est très important pour les soignants d'être aux côtés des responsables de structure aussi dans cette dimension-là. Ça, je voulais souligner ici publiquement. Le traitement conservateur, c'est quelque chose qui existait de longue date en néphrologie, depuis au moins une vingtaine d'années, mais qui a été un petit peu formalisé sous forme d'un guide par la Société savante en 2022 et qui en fait est aujourd'hui une véritable option thérapeutique au même niveau que la dialyse et la transplantation. L'idée, c'est que quand on a 75, 80, 85 ans, qu'on est au stade 5, le bénéfice de la dialyse par rapport à la lourdeur du traitement, par rapport à l'impact sur la qualité de vie, il peut vraiment être discuté. Certes, la dialyse va possiblement permettre un gain de durée de vie, mais on sait que cette durée de vie, elle sera à l'hôpital. Donc là, on est dans la ligne de ce qu'a dit Anne Yegel, de ce qu'a dit Lucille Montalesco, c'est qu'il faut que le patient il soit vraiment au centre de la décision. Donc il faut progressivement, au fur et à mesure de la prise en charge, et c'est important d'avoir les patients en consultation suffisamment tôt, il faut bien exposer les enjeux, s'assurer que le patient a compris, s'assurer que ses proches sont en ligne avec lui et vont vers une décision qui va être une décision de poursuite
des soins, c'est tout sauf un abandon thérapeutique, mais la poursuite des soins n'ira pas jusqu'à la dialyse. Et c'est aussi une façon de dire que le mot terminal, il n'a pas son sens, parce qu'au stade 5, quand on est au traitement conservateur, on sait que les études ont montré que la durée de vie dépassait souvent un an et demi, donc il ne s'agit pas de 3 ou quelques jours. Hein. Donc vraiment, ce traitement conservateur, c'est quelque chose qui va être une véritable option thérapeutique. Alors, je voulais aussi souligner que tout ça, ça doit être partagé avec les soignants non néphrologues qui ne sont pas dans le monde de la néphrologie, parce que moi j'ai une patiente à qui on avait proposé le traitement conservateur. Son médecin généraliste lui a dit: mais vous allez mourir si on vous dialyse pas. Alors bah oui, mais donc il faut expliquer, hein, il faut aussi des moyens, hein. Il y a un article 51 qui a été terminé, qui est en cours d'évaluation et dont on espère qu'il va devenir un soin courant et qui va permettre possiblement aux associations de vraiment prendre en charge ce traitement, au même titre que la dialyse péritonéale. Là, et il faut des moyens, et on ne peut pas aussi, pour la dialyse péritonéale, dire qu'il faut... Aujourd'hui, on doit souligner, c'est une parenthèse aussi, qu'il faut continuer de prendre en charge l'intervention des infirmières libérales de façon distincte du forfait de la dialyse péritonéale. Sinon, la dialyse péritonéale, ça va s'arrêter. Donc, on est vraiment d'accord qu'il y a des financements derrière, que les financements doivent être bien orientés et qu'il faut une évaluation, faire très très attention, qu'il y ait la qualité. Mais voilà, de vrais défis encore devant nous. Alors, juste en 2 minutes, comme ça je rends le micro en temps et en heure. Moi, j'avais juste, Laurent, pardon, je vous en prie. Non, j'avais juste un petit grief aussi. Depuis ce matin, nos échanges évoquent, en fait... Bon, Maurice a évoqué tout à l'heure, Maurice Laville a évoqué les phases de transition. Depuis ce matin, on évoque, en fait, le fait qu'il y a une prise en charge globale du patient atteint de maladie rénale chronique, que c'est une prise en charge au parcours. Et en fait, tous les travaux qu'on mène aujourd'hui, ils se font en silo. C'est-à-dire que nous n'évoquons pas dans les travaux sur les réformes financement et autorisation le traitement conservateur, parce qu'on nous explique que c'est dans une autre boîte. Donc on regarde uniquement le soin sur hémodialyse. On va parler aujourd'hui du forfait MRC dans un autre groupe de travail. La transplantation, les activités de greffe et de transplantation sont évoquées encore dans un 5e groupe et en fait de travail. Et en fait, c'est le même patient qui va vivre et naviguer dans ces différentes phases. Et on parle de manière générique de prise en charge au parcours. Et quelque part, lorsqu'on essaye de donner le cadre juridique pour l'organiser, on saucissonne tout ça et on compartimente tout ça. Voilà. Moi, je voulais un petit mot pour les soignants en général, pour leur dire merci, parce que voilà, c'est un accompagnement quotidien, et surtout les soins de support dont on parle peu, et qui nous accompagnent dans nos vies, carrément. Alors, bien sûr, psychologue, l'assistante sociale, parce que voilà, on a aussi besoin de régler les problèmes administratifs, et elles et ils sont très importants. Tout ce qui est activité physique adaptée, et puis surtout, je voulais dire merci à nos infirmières de coordination qui nous accompagnent, qui nous rassurent et qui nous aident. Nous avons traversé 3 sujets qui chacun méritaient, 4 sujets même, qui chacun méritaient leur propre table ronde. On pourrait faire un congrès consacré à chacun de ces sujets. Vous souhaitez ajouter un dernier mot ? Eh bien, nous en resterons sur ce mot de remerciement aux soignants.